Ok, bonjour à tous. Donc, bienvenue. Oui, on a beaucoup qui étaient déjà là ce matin avec Gauthier. On va repartir plus maintenant. On va plus s'intéresser au travail avec les plus jeunes, d'accord? Donc, le thème c'est le travail d'appui avec cordes. Et là, on est chez les U12, les U14 et les U16. Donc voilà tout ce qu'on peut faire. Vous pouvez déjà travailler avec les adultes aussi, il n'y a aucun souci. Et là, on va vraiment s'intéresser plus aux adolescents. Donc le clinique, il a agréé animateur niveau 1 et niveau 2. Donc comme je l'ai dit à la fin du clinique avec Gauthier, si jamais vous avez un papier à faire signer ou quoi que ce soit, vous pouvez venir me le donner après. D'accord. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Dès que vous en avez une, vous levez la main et hop, je vous donne la parole et on discute. Moi, ça m'évitera de faire un monologue de 1 heure, 1 heure quart. Et ça donnera un défi à la présentation. Pour moi, ce sera aussi intéressant d'avoir votre avis et de savoir ce que vous pensez. Ok. Alors, par rapport au plan, de la présentation, d'abord, on va s'intéresser un peu au contexte, qui nous sommes et pourquoi nous sommes ici. D'accord. J'ai pensé une clinique en sachant que j'allais m'adresser à des entraîneurs en formation ou alors des personnes qui sont déjà entraîneurs de basket. En tout cas, je n'ai pas pensé ce clinique en sachant que j'allais m'adresser à des préparateurs physiques. Okay. Je sais qu'ici, je vais m'adresser à soit des entraîneurs ou soit des futurs entraîneurs de basket. Okay. Ensuite, on verra un peu l'intérêt de la préparation physique avec les jeunes. D'accord. On ira après sur l'outil du jour qui est la corde. L'année passée, j'avais fait un autre clinique sur le travail avec l'échelle. Là, on m'a demandé de renouveler l'expérience. Donc, je me suis dit pourquoi pas rester dans le même principe. Et cette fois-ci, prendre un autre outil, qui est la corde. Et, allez, je veux dire, je sais qu'il n'y a pas beaucoup d'argent dans les clubs pour acheter du matériel, mais les cordes, donc voilà, ça coûte pas cher, c'est facile d'en avoir. D'accord. Après, on ira sur l'intérêt du travail avec corde à sauter. On va voir qu'il y a un intérêt à faire de la corde pour travailler les appuis, la qualité des appuis, mais aussi pour travailler la coordination. D'accord. On entend tout le temps les entraîneurs parler d'appui, de qualité des appuis, mais au fait, c'est quoi les appuis? Okay. C'est quoi la coordination? D'accord. Après, on s'intéressera à la technique correcte pour sauter à la corde. On va voir les évolutions dans le travail en fonction de l'âge. Okay. Et ça, on demandera aux deux joueurs là, de faire les démonstrations. On verra des exemples d'organisation. Voilà, comment on peut s'organiser sur un terrain avec 12 ou plus encore 12 joueurs. D'accord. Et enfin, on terminera par voir les contre-indications. Qu'est-ce qu'il y a, quel genre de blessure ne me permet pas de faire de la corde, et enfin on conclura, d'accord? Alors, tout d'abord, on va poser le contexte, qui nous sommes. C'est des entraîneurs, je l'ai dit, ou des futurs entraîneurs de basketball qui suivent des formations AEB ou des personnes extérieures qui portent un intérêt pour la préparation physique des jeunes sportifs. On n'est pas là parce qu'on est préparateur physique, ou peut-être, c'est bien aussi. Alors, pourquoi est-ce que nous sommes ici? Donc, je le dis, pas pour devenir préparateur physique, ici, en venant suivre un clinique, mais pour prendre connaissance. On peut peut-être bouger les joueurs et donner le banc, mettre le banc là. Ah oui, non, c'est bon, Olivier et Théo a amené un banc ici. Ok, donc pourquoi nous sommes ici? Pas pour devenir préparateur physique, mais pour prendre connaissance de certains outils, exercices qui permettent d'améliorer la performance des jeunes et dans certains cas de prévenir au maximum certaines blessures. Donc ça on va le voir. Il y a deux grandes utilités à la préparation physique. C'est améliorer les qualités physiques de base des joueurs, la force, la vitesse, l'endurance, la souplesse et la coordination. L'autre très grande utilité, et pour moi c'est la plus importante, c'est prévenir au maximum les blessures. Par exemple ici au centre de formation, il y a 50 jeunes. Ils ont entraînement tous les jours, c'est 2 heures par jour collectif, plus encore des entraînements individuels. Pour moi, s'il n'y a pas la préparation physique à côté, ils ne peuvent pas tenir une saison. C'est trop contraignant physiquement. Et le basket, c'est un sport qui est extrêmement contraignant pour toutes les structures musculaires. S'il n'y a pas la préparation physique sur le côté pour permettre de résister à tout ça, pour moi, ils ne savent pas tenir sur la longueur. Okay. Donc voilà, la partie d'entraînement a pour objectif de développer les qualités physiques de base et de les transférer dans l'activité pratiquée par le sportif
la préparation physique joue également un rôle important dans la prévention des blessures. Et donc voilà, dans les formations, dans la partie préparation physique, des formations de l'AEB, on a totalement revu la manière de donner cette partie. Avant, il y avait des éléments en salle de muscu, etc. On a tout viré, d'accord? Et on s'est posé la question de savoir, mais pour les entraîneurs en club, qu'est-ce qu'il est essentiel de savoir? Qu'est-ce qu'il est essentiel de connaître pour, d'une part, améliorer la performance, mais pour surtout prévenir au maximum les blessures. Voilà, dans vos clubs, vous n'avez pas tous un super parquet comme il y a ici. Souvent, vous jouez sur des surfaces très dures. C'est encore plus contraignant. Qu'est-ce que je peux faire pour prévenir au maximum les blessures? Alors, on a 6 domaines de travail qu'on fait durant les formations. Il y a d'une part, la première chose qu'on apprend, c'est l'enseignement des techniques de course. Okay, pourquoi? Parce que c'est le moyen le plus facile et le plus rapide pour améliorer la vitesse de vos joueurs. Mais vous allez aussi travailler les appuis, vous allez travailler la coordination, okay, bien dissocier les membres inférieurs des membres supérieurs, maîtriser le segment. Le deuxième domaine de travail, c'est la vitesse de réaction et la vitesse d'action. Mais ça, vitesse d'action après 12 ans, pas encore chez les plus petits. Les appuis et la coordination, dont la corde. Okay. Mais l'accord de niveau après 12 ans, enfin ça on va en parler après. Et enfin, quatrième domaine de travail, le gainage et le renforcement musculaire. Renforcement musculaire après 12 ans, mais c'est toujours avec poids du corps, chez les jeunes en tout cas. On apprend toujours avec poids du corps, pas avec charge. Et gainage là, tous les âges, on le verra encore après. Cinquième domaine de travail, proprioception et la souplesse aussi pour la prévention des blessures. Souplesse plus de 12 ans. Pourquoi à votre avis? 12 ans. Quelqu'un peut répondre à cette question? Pardon? C'est pas à ça que je pense. Il y a une perte de souplesse. Voilà, c'est ça. Donc l'enfant, il est naturellement laxe. Donc faire de la souplesse avec un enfant, moi personnellement, je ne le ferai pas. Peut-être si vous voulez apprendre les postures ou si vous voulez apprendre à apprendre l'entraînement, c'est bien à se concentrer et plus se focaliser sur soi, sur son corps, pourquoi pas. Mais en tout cas, moi, je ne le ferai pas. Après 12 ans, on perd petit à petit sa souplesse, donc ça peut être intéressant. 12 ans, le faire, rien que pour le sensibiliser à le faire plus tard. Voilà. Alors, si c'est ça votre objectif, pourquoi pas? D'accord? Mais si votre objectif, c'est de le faire gagner en souplesse, non. Ça n'a pas encore d'intérêt à cet âge-là. Okay. Alors, voilà, ça je le donne souvent quand je fais une présentation, parce que pour moi, pour vous, c'est une étude qui est géniale, parce que ça me permet de vous montrer qu'un travail purement physique peut avoir des répercussions positives, des aspects bénéfiques sur un élément purement technique du basket. D'accord? Donc c'est Gros Georges. Si vous lisez un peu la littérature dans le basket ou en préparation physique, vous devez sûrement le connaître, c'est un Français. Et dans cette étude, il a voulu montrer quoi? Il a voulu montrer que il a voulu voir s'il y avait, en travaillant le gainage, ça pouvait apporter une amélioration juste dans le tir. Et il a fait ça avec des enfants de 10-11 ans, donc c'est très jeune. Hein. Vous avez dit, le gainage, vous pouvez travailler dès le plus jeune âge. Okay. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait pour prouver ça? Qu'un travail de gainage peut avoir un impact positif sur le tir. Il a pris donc, des enfants de 10-11 ans, il a fait 2 groupes. Okay. Et il a fait un pré-test. Avant sa période d'entraînement, il a fait un pré-test. Le pré-test, il a fait shotter les enfants. Donc, il y avait 2 tests de tir. Vous voyez, tir 1 et tir 2. Le premier tir, c'était juste faire 2 dribbles et shotter donc, sur le rond, en avant de l'extrémité du rond, en avant de la ligne des lancers francs. Vous voyez. Le deuxième tir, c'était faire 2 dribbles, s'arrêter et shotter à la ligne des lancers francs. Okay. Et il a regardé le pourcentage de réussite. Alors, il y a 2 groupes à chaque fois. Le groupe A, expérimental, et le groupe B, témoin. Okay. On verra après. C'est quoi ces 2 groupes-là? Donc, premier groupe A, le pré-test, il a 39% de réussite. Le groupe B, il a 40% de réussite. Pour le deuxième tir, donc on s'arrête ligne des lancers francs et on shot, le groupe A a 20% de réussite, le groupe B a 15,2% de réussite. Okay. Donc ça, c'est pour le pré-test. Après, il a fait sa période d'entraînement, 3 semaines.
Pendant 3 semaines, il a fait s'entraîner ces jeunes à raison de 3 heures par semaine. Okay. Avec le groupe A expérimental, non, je vais d'abord commencer par le groupe témoin. Le groupe témoin, il a fait 3 heures par semaine où il faisait que du shot. Okay. Il travaillait que du shot. Le groupe A expérimental, il a coupé ce temps d'entraînement en 2. Il a fait pendant 1h30 dispatcher ce pathway. Pendant 1h30, il a travaillé le shot. Et pendant 1h30, il a fait du gainage. Okay. Donc il travaille beaucoup moins le shot, 2 fois moins. Après, il a refait son test, okay, post-test, avec pour le tir 1 et pour le tir 2. Et on va voir s'il y a une amélioration. Donc vous voyez que le groupe A expérimental qui a fait et du gainage et du shot, beaucoup moins de shot que le groupe B, il passe de 39% de réussite à presque 50, donc 49,5% de réussite pour le tir 1. Donc c'est quand même plus 10,5%. Vous pouvez me dire 10%, c'est pas énorme, mais en sport c'est énorme. En athlétisme, vous avez 5 centièmes de seconde, c'est énorme. Ici, 10%, c'est énorme. Le groupe B, il passe de 40% au pré-test à 38,1%, donc il y a moins 1,9% de la performance, elle est la même. C'est pas vraiment significatif, donc c'est la même chose. Pour le test, le tir 2, donc encore un peu plus loin, donc c'est des petits, hein, c'est encore plus loin, donc ligne des lancers francs. Il passe de 20%, ceux qui ont fait gainage et tir. Il passe de 20% de réussite à 35,2% de réussite, ça fait plus 15,2%. C'est encore plus loin. Et là, c'est largement significatif. Et pour le groupe B, il part de 15,2 et ils arrivent à 16,2, ça fait plus 1%, c'est la même chose. Ok? Donc pour moi, pour vous, c'est super intéressant de voir ça. D'accord? Alors, travailler le gainage, c'est pas encore le sujet du jour, mais bon, je vais quand même le rappeler. Ça permet de renforcer les muscles abdominaux et dorsaux, abducteurs et adducteurs. On l'a vu tantôt avec Gauthier, abducteur, c'est vraiment qui joue un rôle très important dans la stabilité du corps. Permet de renforcer les muscles de la ceinture scapulaire, de préserver l'intégrité physique du joueur. Si je suis solide, dans tous mes changements de direction, etc., je vais protéger mes articulations et je vais protéger mon dos. Dans toutes les réceptions de saut aussi. Ça permet d'être plus fort, plus solide sur les appuis, et ça permet un meilleur transfert des forces entre les parties inférieures et supérieures du corps. Donc ça, les joueurs demandent souvent est-ce que tu peux me donner ou est-ce que, moi ou Gauthier, est-ce que vous pouvez me donner un programme pour que je saute plus haut? On leur dit à chaque fois, dans tout ce qu'on fait, toute la semaine, on vous donne des choses pour sauter plus haut. Okay? Que le gainage, ça va vous aider à sauter plus haut. D'accord? Après, vous avez les squats, les fentes, comme vous avez vu avec Gauthier juste avant. Mais faire que du gainage, ça va déjà vous aider à sauter plus haut. Pourquoi? Parce qu'on a un meilleur transfert des forces entre le bas et le haut du corps. Vous voyez sur l'image de gauche, le gars il saute. Si je suis flasque, au point de vue de ma ceinture abdominale, toutes les forces elles se dispersent et je ne vais pas monter. D'accord? Si ma ceinture abdominale est solide, je saute, il y a un bon transfert des forces, je suis solide et là je vais monter plus vite. Okay? Alors, on en vient à l'outil du jour. Donc la corde, elle est évidemment beaucoup utilisée en boxe pour améliorer la qualité des appuis. D'ailleurs, je pense que la boxe si on doit combiner un sport avec le basket, je trouve que la boxe a beaucoup à apporter. Et c'est peut-être quelque chose qu'on va mettre en place ici avec le centre, en tout cas j'ai déjà pensé. C'est inviter une fois un coach de boxe à donner un entraînement à des joueurs. Pour moi, ils ont beaucoup de choses à apprendre. Rien que pour le jeu de jambes, etc. Alors, évidemment, elle est utilisée par les préparateurs physiques et les coachs d'autres disciplines, comme exercices de musculation, on verra par après, et exercices cardio-respiratoires, beaucoup utilisés pour l'échauffement, c'est super intéressant. Donc c'est rien de révolutionnaire, bien au contraire, mais c'est un outil parmi d'autres. Alors, pour vous qui êtes dans des clubs, comme je disais tantôt, une corde c'est pas cher. Nous, soit si vous êtes bricoleur, vous la fabriquez vous-même, mais encore ça n'est pas utile parce que c'est tellement pas cher que je crois qu'on s'en sort pour nous si on l'achète directement. Là par exemple chez IDEMA, je donnais un exemple d'IDEMA parce qu'on travaille avec eux.
leader, je l'ai vu là-bas, le gars. Allez, un lot de 6 cordes, c'est 6,50 €, ça fait 1 €, à peu près 1,10 € la corde, c'est quand même pas la même. Alors quel est l'intérêt de travailler avec corde à sauter? Alors on a développé la force du pied, on essaye d'avoir un pied solide qui ne s'écrase pas dans les changements de direction, qui ne s'écrase pas dans les contacts avec le sol, qui ne s'affaisse pas. Deuxième chose, c'est maîtriser le rythme imposé par la corde, donc on a un travail de perception et de coordination. Améliorer la qualité des appuis, donc toujours pour essayer d'avoir des appuis dynamiques et le plus réactifs possible. Alors, ici, là, Cometti, où il est aussi très connu donc, dans la préparation physique, il est aussi beaucoup controversé, on aime ou on n'aime pas. Néanmoins, il a quand même fait des choses pas mal. Et lui, il nous dit que, voilà, il dit la chose suivante, nous accordons une place privilégiée au travail avec corde. Ce travail doit faire partie intégrante de la culture du basketteur. L'intérêt principal de la corde réside dans l'obligation qu'elle impose une bonne exécution des rebonds. Le travail est surtout un travail de pied qui ne demande pas une grande puissance de jambe. Donc ça, on verra après avec les démonstrations. Quand on saute, on demande, allez, les genoux doivent pratiquement pas se fléchir. C'est uniquement les mollets, les muscles gastrocnémiens et c'est l'air qui travaille. Okay, ça ne demande pas une grande puissance au niveau des cuisses. Alors, là, juste pour illustrer, c'est quoi ce que l'on appelle un pied solide, un pied dynamique et réactif? C'est ça. 1, 2, 3, 4. D'accord? Il saute 4 fois d'affilée pour aller rechercher le ballon, mais il ne s'écrase pas. Dès qu'il touche le sol, il repart, il recommence. Ok? C'est ça ce que j'appelle un pied dynamique et réactif. Alors on continue, dans l'intérêt, c'est de travailler avec corde, j'ai oublié de modifier. Améliorer la coordination générale du joueur, okay. Maîtrise des segments corporels. Et ça, je veux dire, allez, il y a une multitude de manières de travailler la coordination. Donc rien que dans les exercices de technique de course, on travaille la coordination. Alors c'est une méthode, et non pas l'unique méthode qui permet de travailler les appuis et la coordination. Ça, je rappellerai aussi après, mais varier un maximum. Si le joueur vient à l'entraînement et qu'il sait déjà ce qu'il va faire, là vous avez déjà perdu. Si vous commencez, vous faites un échauffement. Moi je me rappelle, quand je jouais, à un moment j'avais un entraîneur, il faisait tout le temps le même échauffement, avant chaque entraînement. J'arrivais là-bas, je savais déjà ce que j'allais faire. Et ça me faisait chier de le faire. Pas la première fois, ni la deuxième, ni la troisième, mais la quatrième. Ouais. Donc essayez de varier un maximum. Et alors c'est un exercice de gainage spécifique. Quand il saute à la corde, il est vraiment solide, obligé. Sinon il ne peut pas. Alors, donc il n'y a pas de performance sans gainage spécifique. On va voir aussi après comment on peut travailler le gainage. Alors les appuis c'est quoi? On a vu, donc la corde permet d'améliorer la qualité des appuis. Les appuis, c'est la qualité qui permet aux joueurs d'avoir une bonne efficacité dans les courses, les changements de direction, les arrêts et les impulsions, donc tout ce qui constitue la pratique du basket. Donc c'est-à-dire avoir une capacité d'agir et de réagir vite avec un maximum d'économie d'énergie, et ces appuis sont au service de la coordination. Et les appuis, on peut les travailler de plein de manières différentes. Je vais encore le montrer, il y a une dia exprès pour ça. On peut le travailler sur ligne, sans aucun matériel, vous prenez juste les lignes du terrain. Avec des échelles de cordes, comme on voit sur la photo, avec des haies, avec des bancs, avec des steps, avec des cônes. Après, vous pouvez inventer tout ce que vous voulez. Okay? Je dis toujours, si les techniques, elles sont correctes, par exemple avec l'outil, vous avez vu les squats, les fentes, si quand le joueur fait l'exercice, la technique est correcte, vous pouvez inventer toute l'organisation que vous voulez. Je veux dire, vous imaginez ce que vous avez envie. Du moment que les techniques, elles sont correctes. Alors les appuis en basketball, ils sont caractérisés par des départs et des arrêts brutaux. Donc, forte accélération, forte décélération. Le terrain est petit, c'est pas comme au foot. Le terrain est petit, donc les sprints sont aussi très courts. Okay. Des courses rectilignes avant et arrière. Rectiligne avant pour contre-attaque, arrière, repli défensif. De nombreux changements de direction qui sont aussi très, comme je l'ai dit tantôt, qui sont très contraignants.
pour les structures articulaires, et des impulsions à 1 et 2 pieds. Alors on va vite illustrer là, mais vous voyez déjà ici, cette vidéo que Gauthier l'a passée tantôt, on voit même dans le mouvement, si votre joueur il est bien gainé, même dans le mouvement, même avec l'accélération, s'il a une ceinture scapulaire gainée, une ceinture abdominale gainée, il va pouvoir organiser le mouvement plus facilement pour mettre la balle dans la nuque. D'accord? Après voilà, vous avez course rectiligne vers l'avant, d'autres vers l'arrière pour le repli défensif. Vous avez des impulsions à 1 pied, des changements de direction. Là. De nouveau, course avant, impulsion à 1 pied. Là, les prises de position. Et là, de nouveau, même image que tantôt, 4 sauts directement. Et voilà, ça, c'est des pieds forts, des pieds solides et réactifs. De nouveau, là, accélération très très rapide et décélération. Et de nouveau, hop, accélération. Ok, là, impulsion à 1 pied, grosse impulsion à 1 pied. Alors, par rapport à la pose du pied au sol, voilà ce qu'on peut observer. Il y a une fois contact avec l'arche interne du pied, parfois contact avec l'arche externe dans les changements de direction. Le joueur peut freiner pied à plat, d'accord? Il peut changer de direction et de nouveau, alors là on a contact soit pied à plat, soit avec le talon, soit arche interne, arche externe. Donc tout ceci pour dire que ce qu'on veut, c'est créer un pied fort et intelligent. La corde va nous aider à créer un pied fort, d'accord, et un pied intelligent, j'entends quoi par intelligent? C'est un pied qui est doté d'une très très bonne proprioception, par exemple. Si je tombe sur le pied d'un joueur, automatiquement, par réflexe, mon pied va se remettre droit, et alors je peux éviter la blessure. Mais pour ça, il faut l'entraîner, d'accord? La proprioception, c'est quoi? C'est la perception que vous avez de votre corps dans l'espace. Donc si par exemple je ferme mes yeux, que je mets mon bras là, je ne le vois pas mon bras, mais je sais que mon bras il est là, parce que dans mes muscles, dans mes tendons, dans mes ligaments, j'ai toute une série de capteurs qui informent mon cerveau de la position de mes membres dans l'espace. Okay? Et la proprioception, elle s'entraîne, elle peut se travailler. Donc voilà, ce qu'on veut, c'est ça, créer un pied fort et intelligent. Donc de nouveau, Gros-Georges, c'est le gars qui avait fait l'étude avec l'impact du gainage sur la réussite au tir. Il me dit, lors d'une course, les forces de réaction liées à l'impact qui est sur le sol correspondent à 4 fois le poids du corps. C'est énorme. Surtout, imaginez un joueur qui fait 90 kg, 4 fois 90 kg. C'est énorme. D'où la nécessité de se focaliser sur la qualité des appuis. Donc, on l'a vu dans les images précédentes, contact du pied lors de l'impact au sol et de l'alignement des segments. Pied aligné sur la hanche et les épaules, avec un bassin bien placé. On a vu avec Gauthier, le placement du bassin, intéversion, rétroversion, c'est super important. Ça intervient tout le temps dans tous les exercices. Alors, d'où l'intérêt du saut à la corde pour lisser les appuis et réduire les disbalances. Disbalance, il entend par là les petits déséquilibres musculaires. Alors, donc la corde, on travaille les appuis, la qualité des appuis, on travaille aussi la coordination. La coordination, c'est la qualité qui permet de combiner l'action de plusieurs groupes musculaires pour réaliser un mouvement le plus efficace possible et le plus économique possible. Si j'ai une bonne coordination, si je suis jeune joueur, que j'ai une excellente coordination, ça va me permettre dans le jeu de plus penser à mes pieds, de plus penser à mes jambes, de plus penser à mes bras, mais juste aller chercher l'information dans le jeu, okay, trouver des solutions. Un joueur qui a une bonne coordination, un bon athlète, je sais le reconnaître, je lui demande un exercice et je sais qu'en 2-3 essais, il va pratiquement savoir le faire. Par exemple, si je suis en musculation, que je demande un exercice d'haltérophilie, par exemple, Arnaud là a une très bonne coordination, je lui montre une fois, je sais qu'en 2-3 essais, il va pouvoir pratiquement faire le bon exercice sans faute, sans erreur. Donc la coordination qui est évidemment à travailler le plus tôt possible. Pourquoi? Parce que le schéma corporel se met en place petit à petit durant l'enfance. Et le schéma corporel, c'est la perception
que le joueur a de son corps et de la mécanique de son corps dans l'espace. Petite vidéo, une minute, voilà, sur le travail de coordination. Là, on a travaillé avec l'échelle. Vous voyez, il utilise les jambes. Là, on le fait travailler avec ballon, okay, pour bien dissocier le bas et le haut du corps. Ici, même chose, on lui demande de pivoter à chaque fois, mais avec les membres inférieurs, mais de rester gainé et les épaules face vers l'avant avec le haut du corps. Donc ici, là, il prend l'information, il fait une feinte et encore une feinte. Il fait genre qu'il va aller à nous, maintenant il fait une passe. Donc ça, il le fait grâce à quoi? Une bonne coordination ici, presque instinctivement, hop, il passe la balle entre ses jambes, juste avec sa vision périphérique, il voit les joueurs, son partenaire. La même chose, il joue, il ne pense pas à ce qu'il fait avec son corps. Là, il cherche une solution, là, et il la trouve. Et donc ça, c'est quand même signe d'une bonne coordination. Donc la technique pour la corde, Arnaud, tu peux prendre une corde et sauter pieds-joints. Voilà, tu sautes juste pieds-joints. Simplement pieds-joints. Et donc, qu'est-ce que je regarde ici? Vas-y. Je regarde quoi? La première chose que je regarde, c'est son regard. Est-ce qu'il est fixé vers l'avant? D'accord, ma tête n'est pas comme ça, je ne regarde pas le sol, je ne regarde pas mes pieds, je fixe le regard vers l'avant. Deuxième chose, mes coudes. Les coudes sont près du corps. D'accord? Près du corps, je ne suis pas là, je suis là. J'initie le mouvement de la corde, pas en faisant ça, mais juste en faisant un petit mouvement de circonduction des poignets. Ok, là tu peux même encore plus l'accentuer. C'est un peu trop avec les avant-bras. Je veux que tu sois là ici, avec les poignets. Voilà, mieux. Ok. Pour les membres inférieurs, je regarde quoi? Là il fléchit légèrement les genoux, c'est bon. Ok, mais je ne dois pas avoir ça. Souvent au début on fait comme ça, c'est pas bon. C'est uniquement les muscles des mollets qui travaillent. D'accord? Et là, il doit essayer de petit à petit essayer d'acquérir un mouvement le plus économique possible. Là, je peux le laisser encore sauter pendant 2 minutes, il peut le faire. Ok? Bon, merci. S'il saute en fléchissant les genoux, en amenant les pieds trop haut, il ne peut pas durer longtemps, c'est impossible, c'est trop fatigant. Ok? Donc juste sauter en faisant travailler les muscles de cheville, donc là, se retenez bien les deux jumeaux et solière juste en dessous. Alors par rapport à l'évolution dans le travail, on en parlait tantôt, chez les U12, donc 10 ou 12 ans, à la base, moi j'avais mis sur ce slide, j'avais mis pas de corps. Et pourquoi? Parce qu'il y a une multitude d'autres moyens moins traumatisants pour travailler les appuis. Après, en discutant avec mes collègues, ils m'ont dit, mais on peut quand même mettre un peu de corde, pourquoi pas? Bah alors moi je mettrais de la corde uniquement comme jeu, ça va, et juste pour apprendre à voir la corde, à avoir la perception et acquérir le rythme, okay, qui permet de justement faire passer la corde au-dessus de soi, de la faire passer entre les jambes, etc. et d'acquérir petit à petit ce mouvement-là. Mais je veux dire pas de corde dans le sens athlétique du terme, dans le sens je fais de la corde pour m'entraîner. Je fais de la corde ici pour jouer, d'accord, pour acquérir un mouvement. Pourquoi je dis qu'il y a une multitude de moyens moins traumatisants pour travailler les appuis? Enfin, peut-être qu'on va attendre la dia suivante pour le faire. On va attendre la dia suivante pour en parler. Donc ça c'est pour les U12, juste pour le jeu, et rien d'autre. Pour les U14, donc 13-14 ans, là on peut commencer à travailler. Et on peut commencer à travailler dans le sens athlétique du terme. Et on verra comment on commence à travailler. D'accord? Mais c'est un travail qui est évolutif, en durée et en complexité. La première fois, on ne vient pas à l'entraînement faire une demi-heure de corde. Ça ne sert à rien. Déjà, ils vont avoir mal. Et en plus, ils vont peut-être risquer des blessures. On va vraiment petit à petit. Et pourquoi? C'est la même chose pour tous les éléments de préparation physique. Pourquoi est-ce qu'on vous enseigne ça? C'est pas pour venir et dire je vais faire, j'ai un entraînement d'1 heure et demie, je vais faire 1 heure de corde ou 1 heure de travail physique. Non, c'est pas ça qu'on veut. Nous, ce qu'on vous propose de faire, c'est juste quelques minutes par entraînement, des petites touches par-ci par-là.
soit dans l'échauffement, soit en fin de séance, soit pendant la séance, pas trop long, mais de qualité, un travail de qualité. Je pense qu'il y a moyen de percevoir le travail physique plus de manière qualitative que quantitative. Et on a tous fait des entraînements physiques où on arrive à l'entraînement, on fait 1 heure et à la sortie de l'entraînement on est épuisé. On peut travailler d'une autre manière, vraiment. Donc chez les U14, 13-14 ans, le travail est léger à modéré et toujours évolutif en durée et en complexité. Ensuite, on arrive chez les U16, 15, 16 ans, là on peut y aller. Okay. Donc on part sur la continuité du travail qu'on a fait en U14, intensité forte à modérée. D'accord. Alors, ici vous pouvez voir, donc, vous avez U12, U14, U16, une espèce de ligne du temps. Et pour 4 éléments, on va voir un peu à quelle intensité il faut travailler et qu'est-ce qu'on peut faire. Donc vous avez, la première chose que je mets, c'est la technique de course. Pour moi, chez les U12, donc de 10 à 12 ans, vous pouvez déjà travailler. Vous pouvez travailler pourquoi? Pour améliorer les appuis, pour améliorer surtout la coordination, bien dissocier les segments. Okay. Donc là, on va bien travailler technique de course. Okay. Et ça peut préparer aussi au travail de corps qui viendra un peu plus tard. Pour déjà aller travailler son pied, travailler le pied, la force du pied. Okay. U14, là on y va à fond. Beaucoup de techniques de course. Après, encore une fois, je dis beaucoup, c'est pas une demi-heure pour entraînement. Si vous faites un entraînement, vous mettez 7-8 minutes de technique de course dedans. D'accord? Donc ça c'est U14, U16, on continue le travail qu'on a fait en U14, peut-être de manière moins intensive, moins importante, mais il est toujours là. D'accord? Il est toujours là. Il est toujours aussi important. Par rapport au travail des appuis et de la coordination, ça c'est la flèche juste en dessous, j'ai mis 3 étoiles partout. Donc on va toujours travailler la même quantité. Le travail est le même, si ce n'est qu'on va évoluer dans ce qu'on utilise comme outil pour travailler les appuis et la coordination. Donc comme je le disais tantôt, on peut commencer par juste travailler sur une ligne. D'accord? Je ne sais pas si vous avez besoin d'exemples. Vous prenez une ligne du terrain, vous imaginez des exercices là pour travailler les appuis juste sur la ligne. Quelqu'un? En croisant les pieds, ouais. Sauter de part et d'autre, voilà, on peut inventer. Latéralement, vous pouvez, encore une fois, je vous dis, si les techniques sont correctes, vous pouvez inventer toutes les situations possibles et imaginables. Okay. Moi, par exemple, pour faire ce clinique, ou bien même pour faire mes entraînements, je me base sur quoi? Sur ce que j'ai appris précédemment dans mes cours, sur ce que je vois parfois sur internet et ce qui m'intéresse, sur ce que je vois sur ma jeune expérience, sur ce que je vois faire par mes collègues, par notamment Gauthier, qui est là depuis plus longtemps que moi. Et donc voilà, je vais chercher des trucs par-ci par-là, je prends ce qui m'intéresse, ce qui ne m'intéresse pas, je le mets de côté, et alors je fais ma propre manière de faire. C'est un peu la démarche que vous devez avoir. Et c'est la démarche que vous avez lorsque vous venez ici. Vous venez voir des choses, ce qui dit ça m'intéresse, ça m'intéresse moins, mais je prends ce qui m'intéresse, et petit à petit je fais ma manière de faire, ma manière d'entraîner. Okay. Donc on a travaillé sur la ligne, après on peut évoluer, on peut travailler avec l'échelle, on a vu sur la vidéo, on peut travailler avec des cônes. Après, quand ils sont encore un peu plus grands, on voit 14, 15 ans, on peut travailler avec des haies, avec des bancs, et là il y a plus de choc évidemment, avec des steps, et puis même on peut tout combiner, et là on peut inventer toutes les situations qu'on veut, comme on le voit dans cette vidéo. Donc on a travaillé avec les haies, là avec grande vitesse d'action, travailler avec des cônes, directement travailler avec l'échelle, et puis là sprint c'est sous forme de course. Donc vous voyez, vous pouvez mettre en place toutes les situations que vous voulez. Okay. Alors par rapport à la corde à sauter maintenant, donc comme je l'ai dit tantôt, les U12 uniquement pour le jeu. Et pour la perception du mouvement de la corde, apprendre à sauter, mais uniquement de manière jouée, j'ai envie de dire. Après, on commence 13 ans, plus dans le sens athlétique du terme, on commence à s'entraîner. 14 ans, on peut y aller, donc on évolue en quantité, en complexité,
Et puis U16, on peut y aller sans problème. Pour le gainage, donc on l'a vu tantôt avec l'étude de Gros-Georges, 10, lui il faisait avec des 10-11 ans, il n'y a pas de problème, donc U12, déjà 4 étoiles, vous pouvez y aller. Ok, et ça, c'est la même chose pour tout le monde. U12, U14, U16, on peut bien travailler le gainage, il n'y a que des bénéfices pour moi. Alors par rapport à l'évolution dans le travail, donc on va d'abord travailler sur place, ok, et puis après on travaillera en mouvement. Adrien, Arnaud, vous pouvez prendre une corde, chacun. Donc voilà, sur place, par quoi je vais commencer? Juste par apprendre à sauter sur place et de manière économique. Comme je disais tantôt, si le joueur il commence à sauter, à fléchir les genoux, à monter trop les pieds, pour moi il ne peut pas sauter de manière économique. Il va sauter 20 secondes et puis il sera crevé. Par contre, s'il travaille bien avec les mollets, d'accord, sans élever trop les genoux, là il peut sauter de manière économique et il peut aller de plus en plus longtemps. Et là on va commencer juste 30 secondes, sauter, normalement, pieds joints. Voilà. Donc toujours, faites attention à ce qu'on a dit tantôt. Et les coudes près du corps, le mouvement de la corde, il est initié par les poignets, et cette production du poignet. Là c'est le mollet qui travaille, c'est très bien. D'accord. Et mon regard est fixé vers l'avant. Ok. Stop. Maintenant, je vais vous demander de sauter de nouveau pieds joints, mais à chaque fois, transférer une partie du poids du corps sur un pied et puis sur l'autre. Et ça, c'est pour moi encore plus économique. Donc juste ça. Là, je transfère à chaque fois le poids du corps sur un pied. Essayez. J'ai 2 pieds, mais j'ai un peu plus de poids sur un pied et puis sur l'autre. C'est encore moins fatigant. En tout cas, moi, je vous le dis comme ça. Voilà. Très bien. Ok. Parfait. Quand c'est maîtrisé, juste ça, et ça prend déjà du temps. Il va falloir déjà entraîner pour ça. Sauter sur place de manière économique. Quand c'est maîtrisé, alors là on va rajouter un travail de coordination. Donc on a sauté sur un pied et sur 2 pieds, et puis alors réaliser des combinaisons. D'accord? Donc là je vais vous demander d'abord sauter 3 fois pied gauche, 3 fois pied droit, et alterner. 3 fois pied gauche, 3 fois pied droit, allez-y. Voilà, 1, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, toujours. Sans fléchir trop les genoux, d'accord? C'est toujours mes mollets qui travaillent. Ah, très bien. Alors à partir de là, on peut avoir une foule de combinaisons différentes. Tu vas sauter 2 fois sur un pied, 1 fois sur 2 pieds, 2 fois sur un pied. Okay? Donc 2 fois pied gauche, 1 fois 2 pieds, 2 fois pied droit. Très bien. Ok, donc là c'est déjà un travail de coordination. En plus du travail de corde, on a un travail de coordination. Ok, dernière combinaison, je ne sais pas moi, 1 fois pied gauche, 3 fois 2 pieds, 1 fois pied droit, c'est parti, go. 1 fois 2, 3 fois 2 pieds. Donc c'est 1 fois pied gauche, 3 fois 2 pieds, 1 fois pied droit. Bien. Oh, très bien. Alors, vous allez sauter maintenant. Cette fois-ci, je veux que vous écartiez les pieds là, ici, et rapprocher. Juste ça, pour le moment. C'est parti. Et des exercices, vous pouvez en trouver encore et encore. Sans rater. On essaye 30 secondes sans rater. Ah, ok, très bien. Et jus facial. Et encore une fois, jus facial. Là, ici, vous pouvez combiner corde. Je fais 30 secondes de corde. Je fais 30 secondes de gainage. 30 secondes de corde, 30 secondes de gainage. En 10 minutes, vos joueurs, ils peuvent déjà être bien échauffés. Donc, qu'est-ce qu'on regarde là? On parlait de gainage au début de la présentation. Je regarde quoi? Le bassin. Rappelez-vous ce que Gauthier a dit tantôt, mon bassin il est comment là, quand je suis dans cette position? Quelqu'un plus fort? Non, l'autre. Il est en rétroversion, voilà. Pourquoi? Parce que mon dos n'est pas comme ça. Je creuse par mon dos. Là il est un peu trop creusé, mon bassin. Là aussi. Voilà. Je creuse par mon dos, là je suis en rétroversion, mon dos il est plat. D'accord?
relâche. Si j'étais en antéversion, donc ici, là, je me mets chute faciale et je suis comme ça. Et là, j'ai mal. Okay, si je suis en rétroversion, je suis là. Là, j'ai pas mal, mes lombaires sont protégés. Okay, donc ça, c'est la première chose. Tu peux te remettre, Arnaud. C'est la première chose que je regarde, la position de mon bassin. Okay, il est en rétroversion. Deuxième chose, les épaules sont bien au-dessus des mains. Okay, pas en avant, pas en arrière, elles sont au-dessus de mes mains. Okay, alors les pieds sont joints, on peut écarter, tu peux les joindre, pieds joints, voilà, c'est parfait. Okay, donc bien regarder la position du bassin. Vous prenez la corde, on change d'exercice de nouveau. Donc là, je vais vous demander écarter les pieds, ramener, devant, derrière, écarter, à chaque fois revenir un pied joint au centre. Ok? On y va. C'est parti. Encore, on essaye. De nouveau, 30 secondes, il ne faut pas rater. Très bien. Ah, les appuis sont dynamiques. Donc il ne s'écrase pas. Oh, si vous mettez le gainage latéral, on continue. On travaille de gainage et de corde. Et à chaque fois, on change les combinaisons. Là, l'atterrage, c'est comment? De nouveau, rétroversion. Ok, mon bassin est bien haut. Et je regarde quoi? Je regarde que mes talons ici, mon bassin et mes épaules, tout est aligné. Et ma tête, ça doit faire une ligne. D'accord? Mais le bassin plus bas, plus bas, plus bas, plus bas, plus bas. Ça, c'est pas bon. Ok? Il doit être au même niveau. Et là, on tient. D'accord? Si vous voulez rajouter une difficulté en plus, vous imaginez tout ce que vous voulez, tu gardes, tu gaines, la ceinture scapulaire est gainée. Moi, j'ajoute une force, une petite force de traction. Là, tu restes gainé. Voilà, gainage de la ceinture abdominale. Et par cet exercice, par la corde en plus, je gaine la ceinture scapulaire. Ok? Vous prenez la corde. Ok, maintenant je veux pieds joints, mais à chaque fois je veux un déplacement sur le côté. D'accord? Par là et par là. On a vu tantôt dans le jeu, parfois je suis plus sur l'arche externe du pied, parfois plus sur l'arche interne du pied, parfois plus plat du pied. Il faut travailler tout ça. Ok? Donc là tu vas partir gauche, droite, pieds joints. C'est parti. C'est devant, derrière. Oh, c'est très bien. Là, on mettez le gainage sur le dos. Normalement, on a fait un côté, gainage latéral sur un côté, on va faire l'autre côté. Et ici, on ne va pas le faire, mais en théorie, si vous travaillez un côté, d'office, vous travaillez l'autre côté. Je regarde quoi dans cette position? De nouveau, que mes talons, que mes genoux, que ma hanche, que mes épaules forment une ligne. Pas plus bas, plus bas, plus bas, c'est pas bon. Ok? Tout est aligné. D'accord? Et là, de nouveau, vous tenez, il faut tenir 30 secondes. Il faut toujours aller en évoluant. Ok? Si au début j'ai difficile avec 15 secondes, mais je fais 15 secondes, en une semaine, vous allez voir qu'ils auront facile après. Ils pourront tenir 30 secondes. Ok? Et relâchez, prenez la corde, dernière fois. Même chose que tantôt. On va sur un côté et puis l'autre, devant et derrière, mais cette fois-ci, on travaille avec le pied, on peut travailler à un pied. C'est parti, un pied, pied droit. Voilà, gauche, droite, devant, derrière. Voilà, de nouveau, pas s'écraser. Ok, changer de pied. Pas oublier les coudes, près du corps, les poignets. Oh, c'est très bien. Quand il saute, s'il n'y avait pas la corde et que je venais sentir là, c'est dur. Et il est gainé. Dernière fois, on reprend chute faciale. Et là, on va demander d'enchaîner toutes les positions. Là, quand ils sont déjà plus à l'aise avec ça. D'accord? Là, tu peux passer gainage. Et vous gardez, par exemple, je fais sur 2 minutes, 30 secondes gainage, 30 secondes latéral d'un côté, 30 secondes latéral de l'autre côté, 30 secondes chute faciale. Ok, d'un côté, voilà. Et on enchaîne les positions. Et les positions doivent être parfaites. Okay. Je
préfère qu'il fasse ça 15 secondes parfaitement que 1 minute et qu'après 30 secondes, ça ne ressemble plus à rien. Du facial. Voilà, et puis vous allez de l'autre côté du prénom. Ok, relâchez. Vous avez chaud? Vous avez chaud? Vous voyez, ils ont fait quoi? 8 minutes? Et ils sont déjà bien échauffés alors qu'on n'a pas encore fait grand chose. Donc voilà, sauter sur un pied et 2 pieds et réaliser des combinaisons. Alors après, on est sauté sur 1 ou 2 pieds avec saut de côté et appui dissocié, ça on l'a fait, gauche, droite, les 2 pieds différents, ok, écartés, rapprochés, devant, derrière. Ensuite, voilà, exercice de technique de course avec une grande fréquence gestuelle. Donc d'abord, les exercices de technique de course, c'est quoi? Quelqu'un peut me donner des exemples d'exercices de technique de course? Skipping, tape-fesse. Voilà. Skipping, tape-fesse, la traction cheville, c'est là un pied flex. Et après, tous ces exercices-là, mais avec des jambes combinées avec des jambes différentes. Okay. Donc par exemple, une jambe fait skipping, l'autre jambe fait traction cheville, ou une jambe fait talon-fesse, l'autre jambe fait traction cheville, etc. On peut inventer tout ce qu'on a envie. Vous voyez ce que je veux dire ou je donne un exemple? Vous voyez ce que je veux dire? Ok, parfait. Ce que je vais demander maintenant, c'est faire ces exercices de technique de course, mais avec la corde. Ok? Ok. Vous allez commencer, sauter pieds joints, et quand je donne le signal, vous faites skipping. Ok? Pas trop vite pour le moment. Ok? Pieds joints, voilà. Oh, go, skip, go. Pas trop vite pour le moment. Là, sans rater. Allez. Oh, pieds joints. Là, dernière fois, skipping. Pas trop vite pour le moment. Ah, très bien. Donc ça, il maîtrise. Skipping, il maîtrise. Je vais rajouter une difficulté. Tu fais la même chose. Maintenant, tu fais skipping, une jambe, traction cheville avec l'autre jambe. Ok? Vous êtes prêts? On y va, pieds joints. Donc là, le travail de coordination est encore beaucoup plus important. C'est parti, on essaye. Et là, c'est dur. Là, c'est très dur. Voilà, très bien. Très bien. Oh, ok, relâchez. Mais il a le doigt cassé. C'est pour ça qu'il rate. Et c'est vraiment pas mal, très bien. Et ça, c'est vraiment compliqué. Déjà, le faire sans corde, en avançant, en skipping une jambe, traction cheville, l'autre jambe, avec le bon mouvement, un mouvement beau à voir, je défie n'importe qui ici de le faire, sans corde. C'est déjà très compliqué. Okay. Je viens de dissocier les 2 jambes. Après, avec la corde, ça rajoute encore une difficulté en plus. Okay, même chose, vous faites talon-fesse, 2 jambes. De nouveau, avec la corde. C'est parti. Pas trop vite, voilà, comme ça, très bien. Pas trop vite. Oh, j'ai pieds joints. Et de nouveau, une jambe talon-fesse, une jambe traction cheville. Voilà, voilà, la jambe est tendue, la pointe vient vers nous. Pointez très bien, voilà. Ça, ok, là c'est vraiment compliqué. Ok, relâchez. Parfait. Donc voilà, on a exercice de technique de course avec grande fréquence gestuelle. Je vais leur redemander de refaire l'exercice, donc sauter 2 pieds et puis faire skipping pendant 5 secondes. Mais là, je veux que le skipping soit avec une très grande fréquence gestuelle. Okay? Très rapide. Je dois entendre la corde. Très fort. C'est parti, sauter pieds joints. Ok. C'est parti, 5 secondes après 5, 4, 3, 2, 1. Oh, c'est parfait. Ça, c'est super. Très bien. Et puis après, quand on a fini, on combine tous les exercices. Ok? Un exemple. Voilà. Ok, on saute pieds joints. On essaye, on se concentre, je ne veux pas de rater. Ok, 2 fois pied gauche, 2 fois pied droit. Ok, skipping. Une fois pied gauche, une fois 1, 2 pieds, une fois pied droit.
Et 3 fois 2 pieds, 4 skipping. 3 fois 2 pieds, 4 skipping. Ok, relâche. Après, il y a du travail là derrière. Et on commence, on va en évoluant, petit à petit. Donc, une fois que c'est maîtrisé, sur place, c'est bien maîtrisé, ben, on peut le faire en avançant. Et de nouveau, sauter 1 ou 2 pieds, réaliser des combinaisons en avançant. Vous pouvez partir d'ici ou vous mettez vos petits joueurs par là. Allez par là, vous venez par ici. Ok? Juste un exercice comme ça, pour exemple. Je vais demander, saute une fois 2 pieds et 2 fois 1 pied en avançant. Ok, de nouveau, c'est que mes mollets qui travaillent. Mes genoux ne se fléchissent pas et je monte pas trop. Vas-y. Donc c'est quoi? Une fois. Ok, 2 fois 1 pied, 1 fois 2 pieds. Très bien. Ok, vous allez vous placer. Parfait, je donne des combinaisons. Je peux mettre un challenge. Celui qui rate le plus fait 3 pompes. Si vous réussissez tous les deux, je fais 3 pompes. Ok? Vous êtes prêts? On va faire 2 fois 1 pied, 3 fois 2 pieds, 2 fois 1 pied. Ok? Donc 2 fois 1 pied, 3 fois 2 pieds. C'est parti, sans rater. Ok, il fait le 3 pompes. Ok, donc on a là sauté sur 1 pied, 1 ou 2 pieds, réaliser des combinaisons en avançant. Si on l'a fait en avançant, on peut le faire en reculant. Réaliser des petites foulées en levant les genoux. Voilà, c'est pas de skipping, ok, c'est juste avancer, lever les genoux. Là, c'est parti, on essaye. Pas trop vite. Tac, 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 tac. Oh, très bien. Arnaud, tu peux te placer et le faire juste toi. Regardez bien et vous me dites si vous voyez quelque chose qui vous semble bizarre. En tout cas, moi, je vois quelque chose qui me semble bizarre. Ça commence. Une dernière fois. Vous voyez quelque chose? Pardon? Voilà, ces pointes de pied vont toutes les deux vers l'intérieur. Ça, pour moi, c'est quelque chose qu'on pourrait essayer de corriger. Ok? Arnaud, maintenant tu sais ça, tu me refais la même chose, mais c'est que tu as ça tout le temps. Même quand tu sautes à 2 pieds plus joints, tes pointes de pied, à chaque fois que tu sautes, se tournent vers l'intérieur. Tu veux qu'elles restent dans l'axe. Ok? Tes pointes de pied doivent être dans l'axe. Ah, fais un effort là-dessus pour essayer de garder tes pointes de pied dans l'axe. Ok, c'est toujours un peu tourné vers l'intérieur. Donc là, il y a peut-être un petit déséquilibre musculaire quelque part à voir, mais il faut corriger ça. Ok? Ok, donc ça c'est maîtrisé. Donc on passe maintenant aux exercices de technique de course. Donc là c'est en mouvement, toujours avec la corde. Pour le moment juste traction cheville, en avançant. Je veux voir ça, que mes jambes sont presque tendues et que mon pied flexe. Là mes points de pied viennent vers le haut et j'attaque le sol à chaque fois. Donc je suis ici là, mes points de pied viennent vers le haut mais mon pied reste en dessous du bassin et j'attaque le sol pour avancer. C'est parti. Avec la corde. Ah, très bien. Traction cheville. Maintenant, je vais faire skipping 2 jambes. Et toujours après, je vais évoluer. Je dissocie les 2 jambes. Donc d'abord, skipping 2 jambes. Là, je vais demander une grande fréquence gestuelle. Et très rapide. C'est parti. Ah, très bien. On voit les deux, hein. On a un peu les pointes de pied qui partent de l'intérieur. Et traction cheville, une jambe, skipping l'autre jambe. On refait la même chose. Au moment où je frappe dans les mains, tu changes la jambe où tu fais skipping. Ok? De nouveau, on rajoute des difficultés petit à petit. C'est parti. Et
Après, on peut y aller talon-fesse, l'autre jambe, traction cheville. Vous pouvez demander un dernier exercice. Tu me fais une jambe, traction cheville, 3 fois skipping, 3 fois talon-fesse. 3 fois skipping, 3 fois talon-fesse. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. 2, 3, 1, 2, 3, 1, 3. Oh, très bien. Bien. Et de nouveau, j'insiste, il y a des moments où on demande une grande fréquence gestuelle. Donc, varier les fréquences, le travail sur place ou en déplacement, inclure des rotations. Donc là, par exemple, je vais demander, tu vas sauter, pieds joints, ok, jusqu'ici, à peu près à hauteur du cul, là. Quand tu es ici, faites-le peut-être juste un seul, puisque vous n'allez pas avoir assez de place. Je veux une rotation, tu tournes sur place sans rater. Ok, tu retournes sur place et tu repars dans le sens où tu es venu. Ok, dans la direction où tu es venu. T'es prêt à faire? Et je fais quoi comme fait? Juste sauter pieds joints. Donc sauter pieds joints en avançant. Quand tu arrives là, une rotation, tout doucement, et puis tu repars dans la direction de la culture. Ok, ça c'est très dur. Avec l'inertie, la corde elle va mal se placer. Là, il peut un peu écarter les coudes. Et alors être plus rapide. Recommencer comme ça. Plus il va être rapide, moins la corde, je veux dire, elle va prendre le vent, si je peux dire ça, elle va suivre le mouvement qui est fait par le joueur. Et voilà, là, très rapide, tu fais la rotation. Très bien. Voilà, et là, il décolle un peu les coudes, c'est pas possible. Ok, tu repars. Ok, parfait, très bien. Et après, de nouveau, comme on l'a dit tantôt, donc avec le travail sur place, ici, on va de nouveau refaire, combiner tous les exercices. Ok? Donc vous allez commencer, par exemple, je donne un exemple comme ça. Commencez à sauter pieds joints. Quand je frappe dans les mains, tu avances skipping avec une grande fréquence. Je retape dans les mains, tu ressautes pieds joints. Quand tu arrives à hauteur du pull, rotation et tu repars skipping dans l'autre sens. Ok? Vous êtes prêts à sauter pieds joints? Je vais décaler un peu par là. Voilà. Arnaud aussi, l'autre va reprendre le mieux. Ah, que le skipping très rapide et pieds joints. Bien. Skipping très rapide. Encore, pas grave. Pieds joints, des rotations. Voilà, on tourne tout doucement, mais la corde est très rapide. Ils sont trop. Et là, skipping, il faut contrôler très rapide. Ok, juste pour le challenge, Arnaud, tu m'as pas fait ça tout seul et tu réussis. Prêt? Voilà, skipping très rapide. Très bien, voilà. Pieds joints. Skipping très rapide. Pieds joints, et tu mets une rotation. Là, la corde est plus rapide, les coudes un peu écartés pour pouvoir tourner. Là, tu repars, skipping très rapide. Oh, c'est vraiment pas mal. Alors voilà, vous pouvez venir vous rasseoir, merci. Comment on peut organiser ce travail avec 12 joueurs? En soi, c'est pas bien compliqué. Donc là, je vais donner peut-être 3 façons de faire, mais il y en a une multitude, ça c'est à vous d'inventer. Ça peut être tout le monde travaille en même temps, ok, et sur place. Donc là, vous voyez, les triangles rouges, c'est les joueurs, le bleu, c'est moi ou c'est vous. Vous baladez, vous corrigez, ok, vous donnez ce qu'il faut faire, les combinaisons, les exercices. Et donc à chaque fois, moi, parce qu'on a des tapis ici, on a des cordes, j'installe, tout est prêt, ils arrivent, tout est déjà prêt, il n'y a plus qu'à travailler. Okay. Ils se mettent en place, on peut fonctionner de la manière suivante, 30 secondes de corde, comme on a vu. Après, ils passent sur les tapis directement, 30 secondes de gainage, 30 secondes de corde, 30 secondes de gainage, 30 secondes de corde, et ainsi de suite. Et là, on peut construire un échauffement, on fait par exemple 2 blocs de 5 minutes. Okay. Si j'ai, avec les 4 positions de gainage, 4 fois 30 secondes de corde, je suis déjà à 4 minutes, et on me dit je mets 2 blocs de 4 minutes avec 2 minutes de repos entre les deux, et on a 10 minutes d'échauffement. Et on a travaillé la corde, la force du pied, les appuis, on a travaillé le gainage, et ça nous a pris que 10 minutes sur notre entraînement.
Après, il nous reste, si on a 1h30, il nous reste 1h20 de basket. Et on va faire un peu de préparation physique. Alors, en mouvement, 6 joueurs de chaque côté, sideline, vous travaillez sur place, et quand vous voulez travailler en mouvement, ils se croisent. Et puis après, soit ils reviennent en marchant à leur point de départ, soit ils attendent de l'autre côté, vous redonnez un autre exercice, et ainsi de suite. Même chose, ça peut être en mouvement, combiné avec du gainage, combiné avec de la proprioception, si vous voulez. Et voilà. Si vous n'avez pas beaucoup de cordes, si vous avez par exemple 6 cordes, ben, il y en a un, vous mettez les tapis ainsi, il y en a un qui fait du gainage, 30 secondes pendant que les autres ils sautent. Après, vous changez. 30 secondes, les autres sautent, les autres font gainage, vous changez d'exercice, 30 secondes et 30 secondes, et ainsi de suite, vous construisez votre échauffement comme ça. Donc là, c'est si on travaille que la corde, vous combinez par exemple avec du gainage, pour l'exemple ici. Maintenant, vous pouvez mettre de la corde, par exemple ici, dans un petit circuit, où là, on a parlé du travail d'appui et de coordination, mais là, regardez, par exemple ici, il fait... Dans l'exercice 1, il peut faire un travail sur ligne. Vous dites, on travaille pendant 45 secondes. Okay, et puis après, on a 15 secondes pour aller au poste suivant. Donc pendant 45 secondes, tu fais les exercices sur ligne. Tu fais l'exercice sur ligne, puis tu reviens en trottinant sur le côté. Exercice sur ligne, trottiner sur le côté. 45 secondes. Puis tu as 15 secondes. Là, ils sont à deux. Les deux là, ils ont 15 secondes pour aller au poste suivant. Et là, ils font un exercice de corde que vous avez donné. 45 secondes aussi. Ils ont 15 secondes, ils passent au 3, gainage pendant 45 secondes, soit une position ou deux positions. 15 secondes pour aller au 6, par exemple, c'est dans le mauvais ordre. Et là, de nouveau, on peut faire travailler une technique de course. Je fais l'exercice à l'aller, je reviens en trottinant. Technique de course à l'aller, je reviens en trottinant. 15 secondes, je passe. Là, ça peut être un exercice de proprioception sur surface instable, ou vous pouvez inventer tout ce que vous voulez d'autre. Et puis dernier exercice, encore corde, 45 secondes. Et là, si je fais 2 tours, je sais pas, il y a combien d'exercices 6, à 45 secondes d'exercice plus 15 secondes changées, ça fait 6 minutes. 1 minute entre pour se reposer et puis repartir pour 6 minutes. Vous avez 13 minutes, un échauffement de 13 minutes, vous allez travailler plein de choses en 13 minutes. D'accord? Alors, les contre-indications. Il peut y avoir une foule de contre-indications. Moi, je choisis les deux qui reviennent le plus souvent ici au centre avec les joueurs. On en a deux. Il y a la périostite tibiale et la tendinopathie du tendon d'Achille. Ça, on va, allez, je veux dire, c'est pas vraiment notre sort, mais on va passer brièvement dessus. C'est bien d'être quand même au courant. Comme ça, si votre joueur, un jour, il vient vers vous, il vous dit « Ah, j'ai mal là », peut-être vous savez dire « Ah, ben... » Déjà, le premier réflexe, c'est de dire « Va voir arrête et va voir un médecin ». C'est la première chose que vous devez faire, mais c'est quand même intéressant pour vous de savoir quelles sont les blessures pour lesquelles il ne faut vraiment pas faire de temps. Alors la périostite tibiale, c'est quoi? C'est là, vous avez la définition, mais en fait, donc sur l'os, vous avez une membrane qui est vascularisée, et c'est la membrane qui permet à vos muscles, aux tendons des muscles, de venir s'insérer sur l'os. Okay, et souvent, quand on fait ça sur sol dur, quand on travaille sur sol très dur, il y a beaucoup de chocs, et il y a des micro-traumatismes qui sont répétés, et le tendon, il va tirer sur cette enveloppe, okay, il va tirer dessus, et ça va provoquer un petit décollement, et là, il va y avoir une inflammation. Et là, ça fait mal. Okay. Voilà, la définition, c'est une hyper-sollicitation des insertions osseuses des muscles du plan postérieur du tibia. Vous voyez, c'est des muscles qui viennent s'insérer sur l'os, jambier postérieur, fléchisseur comme un des orteils et solaire. On a vu, d'accord, on travaille beaucoup le solaire et les genoux, le gastrocnémien, qui entraînent des contraintes anormales au niveau du périos et donc qui entraînent une inflammation. Donc il y a des facteurs de risque, troubles de la statique du pied, ça parfois ça peut être corrigé avec des semelles, course sur terrain dur, dans beaucoup de salles, en club le terrain est très dur, chaussures inadaptées, voilà, il faut toujours faire attention à avec quoi vos joueurs font du sport. Étirement insuffisant, donc ça on va voir après avec les joueurs comment étirer vraiment les mollets très rapidement. Et augmentation totale de la charge d'entraînement. Donc c'est ce que je vous disais tantôt, il faut y aller en évoluant. En durée,
et en complexité. Si mes joueurs n'ont jamais fait de corde et qu'ils viennent et qu'ils font 30 minutes de corde d'affilée, je suis sûr qu'à la fin, ils auront des douleurs. Donc ça, c'est pour la périostite. La deuxième contre-indication qui revient, enfin la blessure qui revient le plus souvent ici, et qui est en contre-indication avec le travail du corps, c'est la tendinite du tendon d'Achille. Donc ça, c'est de nouveau une inflammation au niveau du tendon. Ici, vous avez la définition. Les tendinopathies sont des atteintes tendineuses aiguës ou chroniques. Ces blessures s'étalent de la rupture du tendon rotulien à la fameuse tendinite définie comme étant une inflammation de celui-ci. Vous allez voir qu'il y a 3 stades. Mieux vaut la prendre au stade 1 avant qu'elle devienne chronique. Parce qu'une fois qu'une tendinite devient chronique, c'est vraiment la merde pour la faire partir. Désolé. Donc vous avez le stade 1, donc là c'est juste douleur qui survient après l'exercice et qui cesse au repos. Stade 1, donc déjà s'il y a douleur là, il faut avoir le réflexe de dire déjà de stopper, de bien glacer et puis d'aller voir son médecin. Le stade 2, c'est douleur qui apparaît au début de l'exercice et qui réapparaît avec la fatigue. Alors quand on est dans le stade 3, là c'est une douleur chronique, c'est très, très gênant. Douleur permanente à l'effort et qui peut devenir chronique dans la vie quotidienne. Si vous la sentez dans la vie quotidienne, c'est mauvais signe. Les facteurs de risque, vous allez voir, il y en a qui sont les mêmes pour la périostite. Vous avez des microtraumatismes répétés. Ça peut être une course sur terrain dur qui revient plusieurs fois par semaine. Ça peut être un travail de corde aussi sur terrain dur qui revient trop souvent, peut-être. Un mauvais échauffement, une surcharge de travail, trop d'entraînement, une augmentation trop brusque de la quantité d'entraînement, un trouble de la statique du pied, de nouveau, comme pour la périostite, ça peut-être qu'il faut des semelles ou quelque chose comme ça, voire un peu de love en tout cas. Un déficit de force. Et alors, à toi, la tendinite, évidemment, une mauvaise alimentation ou une mauvaise hydratation. Donc, veillez bien à ce que les joueurs boivent bien pendant l'entraînement, avant, pendant, après l'effort. Et l'alimentation, mais ça, c'est leur affaire. Donc, en conclusion, selon moi, le travail avec corde à sauter, il est surtout très très bénéfique pour le travail de pied, pour essayer de faire acquérir aux joueurs un pied fort et dynamique, réactif, qui ne s'écrase pas, qui ne s'affaisse pas. C'est un bon travail de fréquence gestuelle et de capacité à réitérer des gestes précis. Et ça permet un meilleur contrôle des membres inférieurs, bien dissocier les segments. Okay. Et il est évidemment très intéressant, on l'a vu, pour travailler la coordination du jeune joueur et même du joueur en général. Cependant, je pense que le travail de corde, il doit être amené petit à petit, ça je le répète encore, vraiment de manière progressive, de manière très évolutive, car il faut être prêt physiquement. Et il faut être solide, les gars. Il faut que derrière nous, il y a déjà un travail de gainage qui a été fait, il y a déjà un travail au niveau des appuis, d'abord facile, sur ligne, et puis après en évoluant. On doit déjà avoir fait un travail physique derrière, pour commencer la corde. Et puis finalement, le travail de corde, ce n'est pas le seul moyen d'acquérir un pied fort et dynamique. Step, échelle, vent, il y a une multitude de moyens d'acquérir ce pied fort et dynamique. Le principal, c'est de varier les outils, de surprendre le joueur et de le pousser à s'adapter. C'est la base de l'entraînement. C'est mettre de nouvelles situations pour que le joueur soit obligé de s'adapter et puisse évoluer. S'il connaît, qu'il sait faire les choses, qu'il doit plus s'adapter, il n'évolue plus. Okay. Donc voilà, je vais terminer juste en vous montrant une vidéo. Okay, c'est les vidéos comme les podcasts que Gauthier a montré tantôt. C'est pour la formation des entraîneurs. Et là, ça reprend. Ça, c'est disponible sur MyOUV, pour ceux qui ont fait les formations. C'est avec Arnaud, qui a été filmé. Et là, ça reprend un peu tout ce que je viens de dire, en beaucoup plus condensé par rapport au travail de corps. Après avoir pris le temps de bien régler la hauteur de sa corde, le joueur peut commencer par un travail de saut pied joint, saut de place.
Une fois ce premier travail maîtrisé, le joueur évolue vers d'autres exercices. Saut latéraux pieds joints, saut avant-arrière pieds joints, saut carré pieds joints. Toutes ces évolutions peuvent être exécutées sur un pied. Ensuite, le joueur peut alterner pieds joints, pieds écartés, en remuant ces deux pieds rentrent au même moment en contact avec le sol. Le même exercice peut être effectué avec des appuis avant-arrière. Ensuite, en combinant les deux exercices précédents. Les éducatifs de course peuvent être coproduits avec la corde afin d'accentuer le travail de fréquence. Il est important de signaler que les appuis sont dynamiques. Ce sont les muscles des chevilles qui travaillent et non ses épaules. Le joueur est bien lié. Ses coudes sont collés au corps. Le regard est fixé vers l'avant. Le mouvement de la corde est initié par le mouvement circulaire. Les éducatifs de course peuvent être réalisés en déplacement avant ou arrière. Réaliser un travail de skipping à fréquence élevée, entrecoupé de sauts pieds joints. Cela permet de proposer aux joueurs un changement de rythme dans le même comme cet exercice dans lequel il alterne 5 secondes de skipping très rapide et 5 secondes de skipping normal. Voici un autre exemple d'une évolution possible. Le joueur alterne skipping, traction cheville, un demi-tour, pied joint. Voilà le condensé de un peu tout ce que je viens de raconter ici. Voilà, merci de votre attention.